Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette année encore, la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes a donné le coup d'envoi de la campagne annuelle consacrée à la même cause. 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, avec, entre autres priorités, les violences sexistes à l'égard des femmes et des filles. Selon plusieurs entités des Nations Unies, ces violences font partie des pires manifestations de discrimination à l'égard des femmes et restent la forme de violence la plus répandue dans le monde, affectant plus d'une femme sur 3. Si on y ajoutait les faits de harcèlement sexuel, les chiffres seraient peut-être revus à la hausse. Les femmes parlementaires ne sont pas du reste dans la mobilisation contre ces violences. Elles auront l'occasion de nous dire sur ce plateau leur engagement en la matière, puisque c'est avec elles que nous sommes ce matin. Nous coproduisons cette émission, il faut le préciser, Téléhémicycle avec Radio Hémicycle. Bonjour donc à nouveau à toutes et à tous et bienvenue. Je l'annonçais, des femmes parlementaires avec nous. Je vais commencer par l'honorable Mariama Babamoussa. Bonjour honorable. Bonjour, Monsieur Diosso. Merci de répondre à notre invitation pour parler de moi violence. qui vous remercie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'honorable Sedami Romaric Medegan Fagla. Bonjour honorable. Bonjour Monsieur Diosso. Vous êtes aussi très engagé sur la question. Absolument, totalement, complètement, Merci à 100%. D'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et puis l'honorable Sofiatou Tchanou Aruna, première secrétaire parlementaire. Bonjour honorable Sofiatou. Bonjour Monsieur Diosso. Bienvenue à vous aussi. Merci bien. Je vais commencer par vous, honorable Mariama Babamoussa. Le 25 novembre de chaque année, on célèbre la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est parti de quelque part. Avec vous, on va planter le décor. Que peut-on déjà retenir de l'historique de cette journée? Merci, monsieur le journaliste. Il faut dire que le 25 novembre de chaque année a été déclaré par l'Organisation des Nations Unies comme une journée internationale de lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et en effet, tout est parti des sœurs Mirabel en République dominicaine. Et ces sœurs qui sont très engagées dans cette lutte, et elles ont été vraiment emprisonnées, elles ont été violentées, torturées et assassinées le 25 novembre 1960. Et à partir de là, les Nations Unies ont déclaré cette journée comme journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et disons quand même que les 16 jours d'activisme se justifient parce que du 25 novembre, vous voyez, au 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la journée des droits internationaux des droits de l'homme. Donc ça fait 16 jours. C'est pourquoi du 25 au 10 décembre. Donc 16 jours d'activisme, ça se justifie. Et vous le savez bien, le Bénin n'est pas resté en marge. Il y a eu à la place de l'Amazone des activités auxquelles l'honorable Tchanou a participé. Et puis, nous sommes en partenariat également avec l'Union interparlementaire et qui, depuis l'année dernière, nous a donné cette opportunité sous le leadership du président de l'Assemblée nationale et ma modeste personne en tant que membre du bureau des femmes de l'Union interparlementaire, nous avons fait des activités. À leur niveau, c'est une quinzaine qui est déclarée. Et l'année dernière, nous avons été soutenus par le président de l'Assemblée nationale, par l'UIP, et nous avons fait une déclaration. Et en même temps, il y a eu un atelier sur la question. On va revenir pour décliner ces différentes activités que vous avez menées au niveau de l'UIP tout à l'heure. Honorable Sofiatou Tchanou Aruna, vous avez vu le 25 novembre dernier à l'esplanade de l'Amazone à Cotonou, aux côtés du gouvernement. Déjà, signe de votre engagement pour cette élimination-là? Oui, tout à fait. Pas seulement le gouvernement, mais il y avait aussi l'Institut national de la femme qui était bien représenté. Il y a l'ABPF1, aussi, bon, le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales. Et les partenaires techniques, la bien sûr, et les partenaires.
Donc, pour dire le 25 novembre, j'y étais, c'est pour marquer à nouveau, prononcer mon engagement, que je suis toujours dans le mouvement, j'accompagne, je soutiens, et ça va perdurer tant qu'il y aura violence faite à l'égard des femmes. On vous voit en orange d'ailleurs, puisque c'est la couleur circonstancielle. Tout à fait, il faut oranger les 16 jours d'activisme. Mais vous êtes pas, vous êtes aussi dans le concept. On peut observer qu'il y a une plante orange juste derrière l'honorable Baba Moussa. Ça veut dire que vous suivez le mouvement avec nous. Honorable Seda Ménégan Femme, là, vous êtes aussi en orange à votre manière avec votre Avec ce collier que vous avez porté. Absolument. On vous a vu lors de la 47e Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali la dernière fois sur ce sujet. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle de République dominicaine, mais ce n'est pas aussi loin de nous, déjà en milieu francophone, sous les tropiques. Ces violences que nous dénonçons sont enregistrées, sont notées. Vous savez, la violence faite aux femmes est partout, dans toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de développement. C'est d'ailleurs l'une des violences les plus communes, les plus répandues, en réalité, en termes d'oppression, on va dire, d'une partie de la population, d'un groupe social, depuis la nuit des temps. Parce que lorsque vous traversez l'histoire du monde, vous verrez que même pendant l'esclavage, la condition féminine était au sens même des maîtres en dessous de la condition de l'esclave à l'époque dans leur mentalité, même dans les sociétés occidentales. Chez nous, ce sont les pesanteurs socioculturelles, le rôle, la place de la femme. En fait, je dis souvent qu'on donne, on entoure la femme de plein de vertus pour mieux l'isoler de la société, pour mieux la couper de ses propres droits. On fait semblant de la responsabiliser tellement au sein de la famille, on fait semblant de la mettre sur un piédestal pour mieux la couper de ses droits. Et c'est dans toutes les sociétés. Il n'y a pas une seule société. On va dire que les seuls pays aujourd'hui qui ont réussi à transcender ces questions sont les pays de l'Europe du Nord. Mais après 20 ans, 30 ans d'activisme et d'éducation à la base, de transformation du mode d'éducation à la base des filles et des garçons. Donc voilà, sinon en général, il y a très peu de pays qui ont échappé à ça. Ou qui échappe à cela. En tant que femme parlementaire, honorable Baba Moussa, vous avez déjà commencé tout à l'heure à décliner quelques activités. On sait que nos parlements sont comme, je dirais, cette maternité de l'arsenal législatif et que déjà des garde-fous ont commencé de ce côté-là pour qu'on puisse doter nos pays de quoi lutter contre ces violences. Vous avez commencé à parler des activités déjà menées au niveau de l'UIP, en soutien donc, de tout ce qui se fait au plan national, le soutien du président de l'Assemblée nationale et tout. On va y aller. Il faut dire, c'est à la 143e session de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qu'on était dans nos activités. Et le 25 novembre, nous avons eu une activité, puisque c'est la journée, et le Bureau des femmes a dit à chacun, dès que vous retournez dans vos pays, il faut être le porte-flambeau de la défense pour l'élimination de ce fléau mondial. Donc, une fois retournés dans nos pays, avec le soutien du président de l'Assemblée nationale, nous avons fait une déclaration en décembre passé et avec les collègues et l'Institut national des femmes, nous avons eu Mme Beaupé qui nous a soutenus. Nous avons fait un atelier pour expliquer aux parlementaires l'ampleur du phénomène. Et en fait, il s'agit d'une étude qui a été menée par l'UIP avec l'Union parlementaire africaine pour qu'on puisse voir l'ampleur au niveau des pays, des parlements. C'est consacré au Parlement et au milieu parlementaire, aussi bien les parlementaires que les fonctionnaires. Donc, une étude avait déjà été faite sur le plan mondial et en Europe. Et l'étude au niveau des parlements africains a donné des résultats aujourd'hui. On sait que du point de vue sexisme, ce qui se passe. D'abord, c'est un échantillon de femmes qu'on a sélectionné, je crois 280 quelques femmes, dont 170 parlementaires et des femmes fonctionnaires des parlements.
Et on leur a posé des questions sur le sexisme, sur le harcèlement et les violences. Donc sur le plan mondial, si vous permettez rapidement, et le sexisme, c'est que, disons, les violences psychologiques, quand on a fait l'étude, 80% en Afrique de femmes connaissent dans les parlements cette violence, et 85% en Europe, et sur le plan mondial, c'est 82%. Alors que sur le plan violence sexuelle, en Afrique, c'est 39%, en Europe, 25%, et sur le plan mondial, c'est 22%. Et les violences physiques, en Afrique, 23%, en Europe, 15%, et sur le plan mondial, 25%. Les violences économiques, c'est 29% en Afrique, et 14% en Europe, et 33% et sur le plan mondial. Vous constaterez que c'est surtout les violences sexuelles et les violences économiques et aussi les violences psychologiques. En Afrique, le taux est élevé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la femme est martyrisée. Donc cette étude, c'est une boussole qui nous permet de dire, attention, en Afrique, les lanternes sont clignotent au rouge, il faut plus d'action. Donc cette étude, on nous a demandé de vulgariser ce que nous avons fait l'année dernière. Donc aujourd'hui, on peut ramener le problème au Bénin. Le Bénin n'est pas exclu. Et je crois que récemment, on a vu des choses qu'on ne souhaite pas voir. Et lorsqu'un homme attache sa femme, les met derrière et la chicote, alors que son enfant, qui ne rampe même pas assis, est là, qu'est-ce qui peut amener ça? Lorsqu'on voit un homme prendre un enfant de moins d'1 an ou 2 ans et se met à le violenter, le chicoter, alors que sa maman est là, impuissante, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les violences psychologiques, c'est toutes sortes de violences c'est une conséquence en fait de toutes sortes de violences. Alors que les violences, la violence même, quand on parle de violence, c'est tout acte d'agressivité. Et là, quand on parle de harcèlement, c'est toute forme, toutes les fois qu'un homme vous dit des paroles, a des comportements qui sont déplacés, et ça se justifie. Alors qu'il y a justement un lien entre tous ces types oui, la conséquence, elle est énorme. Par exemple, les parlementaires que nous sommes, nous, on n'a pas connu de violence avérée, mais les parlementaires, avant d'être parlementaires, ont dû connaître, en tout cas, chaque femme a connu les formes de violence pendant les élections. Dieu merci, on n'en a pas connu dans notre hémicycle, mais il y a des femmes, parce que l'étude est étendue aux femmes fonctionnaires parlementaires. On va y revenir aussi. Honorable Sofiatou Tchanou Aruna, on vous sait comme toutes les députés que nous recevons sur ce plateau, mais au contact des populations. Avez-vous cette impression-là que le message passe au niveau de la population? Parce que l'honorable Moussa a relevé des exemples tout à l'heure. Nous sommes dans un contexte socio-culturel où nous ne percevons pas toujours certains actes que nous posons au quotidien. Chicoter un enfant, se retrouver à faire ci ou ça, des choses que je ne voudrais pas forcément nommer. Est-ce que vous pensez que le message passe et qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus et qu'on remet en cause de plus en plus ce que nous faisons au quotidien? Merci bien, monsieur le journaliste. Mais je vais citer un exemple en plus pour renchérir ou renforcer ce qu'a dit l'honorable Baba Moussa. Elle a oublié ce passage-là où on a vu circuler dans ce pays, sur les réseaux sociaux, dans l'une de nos communes, campagnes, je ne sais pas trop, une femme se fait violer. Je dis bien violer parce qu'on parle de viol quand il n'y a pas consentement. Une femme qu'on a pris devant toute une population, d'autres se sont même amusés à la maintenir pour que l'homme puisse avoir les rapports avec elle. Et d'autres s'amusaient même à chanter, à danser, à filmer tout ça. C'est pour vous dire que, bon, il y a les lois, il y a les tests, il y a pas mal d'outils pour ralentir
ce phénomène-là. Mais nos populations, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils pèsent vraiment le poids des actes que l'on pose? Une femme qui a subi ça en plein public, je ne sais pas. Elle va vivre quoi? Tout au long de sa vie, elle ne pourra jamais oublier. Ça veut dire que quelque part, elle est traumatisée. Qu'on le veuille ou pas, elle est traumatisée. Et je peux dire, peut-être de cet acte-là, peut y avoir un enfant, mais cet enfant sera l'enfant de quoi? D'un viol public? Beaucoup de choses comme ça. J'ai dit tantôt qu'il y a des tests, qu'il y a des lois. On a pris pas mal de lois pour protéger, pour ralentir, pour réprimander tout ça. Mais il y a le poids de la culture. Tout à fait. Il y a le poids de la culture. Celles qui subissent, est-ce qu'elles sont déjà suffisamment sensibilisées pour savoir que c'est des faits qu'il faut désormais porter? Là est le problème. Là est le problème du moment où, dans une société où nous sommes, on nous dit, on nous fait croire, c'est pas prouvé scientifiquement, hein, on nous fait croire que, il paraît, moi je suis pas de cette école-là, que les femmes ont 7 côtes et que les hommes en ont 9. Ça veut dire qu'on a déjà marqué des signes d'infériorité. Nous dit clairement que l'homme est au-dessus de tout. Si nous ne sommes pas en mesure, parents que nous sommes, d'inviter nos enfants garçons en même temps que nos filles dans nos cuisines, il y a problème. Si nous ne sommes pas prêts à faire le ménage par nos enfants garçons, comme on demande facilement aux filles, il y a problème. En fait, c'est un problème sociétal, ça. Il faut prendre les choses à la base, comme l'a dit tantôt l'honorable Sedamine, en citant quelques pays de l'Europe du Nord. Ça va se faire. Ça va se faire, mais pas dans l'immédiat. Mais ça va se faire parce qu'on est obligé de tout reprendre à la base. Dire que nous voulons autant de filles que de garçons à tous les niveaux de la société. Je veux une fille et un garçon dans ma cuisine. Je veux d'une fille et d'un garçon à faire le nettoyage de la cour commune. Je veux d'une fille et d'un garçon pour faire le ménage, pour faire la lessive, etc., etc. C'est seulement à ce point-là que nos enfants comprendront. Certes, c'est écrit dans les livres, c'est écrit partout qu'on parle d'égalité. Mais dans le mental des enfants, est-ce que l'égalité y est? L'égalité, c'est quelque chose qui doit se jouer des deux côtés. Il faudrait que et la fille et le garçon, jeune bien sûr, se disent dans leur tête qu'ils sont égaux. L'égalité, c'est quand toi et moi, on va au restaurant, je paye une partie de la nôtre, tu payes une partie de la nôtre. C'est des étapes que nous allons passer progressivement pour en arriver là. Mais malheureusement, il y a toujours le poids de la culture, de la religion, de tout ce qu'on nous a importé, que nous ne maîtrisons même pas et qui aujourd'hui nous pose problème. Honorable Sedamine, Romaric Bélégan-Fagla, dites-nous, l'honorable Tiano a commencé par parler de ces contextes, en tout cas de ces faits et gestes, de cette culture qu'on a également à voir les choses différemment, à dire que l'homme est supérieur à la femme, entre autres la religion. Ne pensez-vous pas que ça fait partie des leviers sur lesquels il va falloir qu'on agisse pour que les populations comprennent que, oui, dans la Bible, Dieu a créé Adam et a créé Ève de la côte d'Adam, ne voudra pas dire que Ève est forcément l'être inférieur. Voyez-vous, ça... Depuis la nuit des temps, la religion a contribué à catégoriser la femme comme étant un être faible. Parce que la religion, comme la plupart des systèmes, a été animée par des hommes de tout temps. Quelle que soit la nature de la religion, vous verrez que ce sont des hommes qui sont en général les animateurs principaux, les maîtres religieux. Même dans nos couvents, on est ici dans les pays africains ou plus particulièrement au Bénin, on a des prêtresses, on a des femmes qui sont au-dessus des hommes dans les couvents, mais sorties de là, elles rentrent dans un moule de personnalité qu'on entoure d'un certain mythe et qu'on coupe systématiquement de ses droits
de ses droits également. Donc, la religion est un vecteur depuis la nuit des temps de cela. Quelle que soit la culture qu'on prend, le pays qu'on prend, la religion est un vecteur. Maintenant, il n'y a pas que ça. La religion est ce qu'elle est. On ne peut pas toucher. C'est quelque chose qu'il est très difficile de toucher en réalité. On ne peut pas réécrire la Bible. On ne peut pas... Voilà, encore moins le Coran. Bon, enfin, en tout cas, on ne peut pas... Les préceptes religieux sont ce qu'il y a de plus difficile à toucher dans une culture, et dans toutes les cultures d'ailleurs. Par contre, le levier sur lequel on peut agir, c'est vraiment sur l'éducation à la base. Si les nouvelles générations qui rentrent en maternelle dès aujourd'hui, on commence à les éduquer de façon égalitaire, à l'école, dans les discours même que les enseignants leur donnent, leur fait, dans les instructions même qu'on leur donne, si dès là on efface, on gomme les aspérités hommes et femmes, vous allez voir que ça va faire des générations nouvelles qui, malgré ce que la religion dira, sauront prendre de la distance par rapport à ces questions-là. Parce que la religion, elle est la même partout, hein, que ce soit dans les pays de l'Europe du Nord, que je ne sais pas moi, ici au Bénin, la religion catholique, c'est les mêmes, la religion chrétienne, c'est les mêmes préceptes. Et pourtant, eux, ils ont réussi à avoir à prendre une certaine distance vis-à-vis des textes religieux et du rôle ou de la place de tel genre ou par rapport à l'autre dans la société. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une question d'éducation à la base. Et puis, il faut également agir sur nos chefs traditionnels. Chez nous, nous avons de grands vecteurs de valeurs. Et ce sont les chefs traditionnels. C'est dans une communauté, c'est ce que le chef traditionnel dit, véhicule comme message qui a foi de loi. Au-delà même de la religion en réalité. Donc si on peut utiliser ces canaux-là également, si on arrive déjà à les convaincre eux-mêmes de l'importance de l'équité entre la femme et l'homme, entre le petit garçon et la petite fille, et qu'ils arrivent à véhiculer ce message-là, on aura fait un grand pas dans la lutte. En réalité, chez nous, la lutte commencera par l'éducation à la base, pour dire vrai. Parce que le problème est le fossé est tellement grand aujourd'hui que nous ne pouvons agir que sur des petites choses. Nous avons légiféré, mais la loi fait quoi? La loi est là pour réprimer en réalité. La loi n'est pas là, la loi ne va pas transformer la société. La transformation de la société va venir d'un certain nombre de plaidoyers, de discussions dans les différentes couches et d'éducation depuis la base. Voilà. L'honorable Baba Moussa, en milieu parlementaire, on peut estimer que on est à l'abri de ces actes. Est-ce que vous pensez que les femmes en milieu parlementaire sont aussi ou seraient aussi victimes de ces types de violences? Écoutez, vous savez, notre société est telle que même lorsque une femme subit les violences, elle ne l'exprime pas. Parce que la société peut rejeter. On a parlé du viol. Une femme violée, elle aura de la peine pour avoir un époux. Elle aura de la peine pour que la société accepte un enfant issu de cette situation. En milieu parlementaire, je sais qu'il y a des violences. Je veux plutôt dire dans les partis politiques. Parce qu'avant de venir au Parlement, on milite dans les partis politiques. Dans les partis politiques, il y a toutes sortes de violences. La violence psychologique, c'est la pire des violences. Les femmes subissent aussi des violences économiques. Lorsqu'on vous met des barrières pour que vous ne puissiez pas avoir des moyens, l'autonomisation des femmes, c'est très important. Ça permet à la femme de se libérer. Lorsque vous subissez des violences, disons, psychologiques, c'est-à-dire, c'est des comportements, tout comportement qui sape le moral à la femme pour ne pas lui permettre d'aller en politique, par exemple. C'est des violences. Donc, moi, plutôt, ce que je voudrais dire, c'est que les parlementaires ont beaucoup fait, avec évidemment le gouvernement, ne serait-ce que pour ce trio législatif, et les lois de 2021-11 sur les mesures spéciales de répression, et disons, les mesures spéciales de répression
des violences à raison du genre et de la protection de la femme. Il y a aussi cette loi, la deuxième loi que nous avons votée l'année dernière, c'est évidemment introduite par le gouvernement. C'est des projets que nous avons étudiés et validés le 21 toujours-12, toujours du 20 décembre 2021, qui concerne la santé. C'est une loi qui a modifié une autre loi existante et l'a renforcée sur la santé sexuelle et la reproduction. Et cette dernière loi aussi, 2021 toujours-13, qui concerne le Code des personnes et de la famille, qui a été renforcé. Tout ça là, c'est des lois existantes. La création de l'Institut national des femmes, qui aujourd'hui peut aller directement et prendre un dossier en charge sur simple dénonciation, en partie civile, sur simple dénonciation, et qui fait de la sensibilisation. Vous voyez, les lois seules ne suffisent pas. Comme l'a dit l'honorable Sedami, il faut que, aussi bien au niveau du gouvernement, les ministères sectoriels, les 3 ordres d'enseignement, les ministères de la famille et aussi les leaders religieux, les leaders d'opinion, nos chefs religieux, qui aient une sensibilisation, c'est-à-dire pour... Et je fais également allusion à la presse, les médias, pour qu'on fasse une grande communication pour un changement comportement et social. Tout doit être à la base. Quand on parle de violence, j'allais m'adresser à l'honorable Sofiatou Tchanou Aruna. Il faut prévenir, il faut sensibiliser, il faut faire tout ça. Mais quand on continue d'enregistrer des cas, c'est qu'il faut forcément qu'on dénonce. Souvent dans les foyers, quand ça se passe, on se dit, quand les histoires de foyers aboutissent devant les tribunaux, c'est qu'on brise déjà un lien, on brise déjà le foyer. Est-ce que ce n'est pas un mythe qu'il faut savoir aborder, qu'il faut considérer? Tout à fait. Mais vous savez, en Afrique, nous tenons trop au cordon familial. Parce que pour nous, la famille est sacrée. C'est ça. La famille est sacrée. Donc tout ce qui se passe au sein de la famille doit être réglé au sein de la famille, l'était, même si ça porte vraiment préjudice à un membre de la famille. Je crois qu'il faut être en mesure de dépasser tout ça. Se dire que quand quelque chose n'est pas bien, c'est pas bien. L'inceste, ce n'est pas des choses qui devraient se passer au sein des familles. Mais ici, on tolère. Après, on se nomme ça Houenou, ou enfin, il y a un truc pour le dire. Ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Ce qui ne devrait pas être ne devrait pas. Ayons le courage. Ayant le courage de ralentir. Certes, aujourd'hui, on se dit, c'est arrivé à Jean. Et Jacques se dit, je suis à l'abri. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. C'est ce que moi je dis à tous parents. Ayons le courage de dénoncer, d'arrêter la série. Vous savez, il y a même, comment dire, c'est un préjugé, ou je vais dire ou quoi, on dit souvent que quand la femme, elle dit non, c'est oui. La femme, elle se fait désirer aussi à des moments donnés. Écoutez, monsieur le journaliste, est-ce que j'ai porté... Ça fait partie aussi de l'élégance. Non, est-ce que j'ai porté cette écharpe-là? Je vous dis, est-ce que j'ai porté cette écharpe pour vous dire que quand je dis un non, c'est non. On peut négocier. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Négocier, ne me forcez pas. En fait, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. On n'a jamais mis dans la tête de nos enfants que quand... À quel niveau peut-on savoir que la négociation est en train d'être désormais du harcèlement ou du forcing? Quelle est la limite? Comment peut-on l'évaluer? Écoutez, si je dis non, mon non est catégorique. Ne forcez pas. Autrement, ça passe au harcèlement, comme on dit. Si je dis je ne veux pas, c'est que je ne veux pas. Je suis un être humain à part entière. Je sais réfléchir. Je sais ce que je veux, ce que je peux. Donc, si je dis non, pourquoi on ne transmet pas la même chose aux hommes? Pour dire que quand les hommes ils disent non, c'est oui, oui, c'est non. Mais non. C'est encore une manière de marquer
que la femme, enfin l'infériorité qu'on met dans la tête dans nos communautés aux femmes. Les femmes, elles sont des êtres humains. Je ne suis pas scientifique, j'en ai une à côté, mais quand vous prenez la morphologie, c'est ce que vous allez trouver en l'homme que vous allez trouver en la femme, excepté quelques pièces qui fait la différence, qui fait que nous sommes de sexe féminin ou masculin. Que psychologiquement, ce n'est pas la même chose et qu'il faut comprendre l'approche psychologique de la femme pour savoir l'aborder aussi. Moi, je ne suis pas sûre. Elle est bien placée. Elle est bien placée, elle va vous le dire. Mais moi, je pense que tout ça, ce n'est que mythe. C'est une manière de fuir les responsabilités, détourner, comme elle a dit, détourner, c'est pas moi, les cibles. Le problème est là. Soit nous sommes prêts à régler, ou nous ne voulons pas. Quand on dit non, c'est non. Quand on dit non, c'est non. Mais on nous fait croire que nous sommes inférieurs. Après, tout le monde s'aligne. Tout le monde se dit, oh, je suis une femme. J'aime pas cette expression-là. Souvent, je dis, je suis un être humain. Je suis une femme. Non, je suis un être humain. Elle a dit tout à l'heure. Vous avez parlé du harcèlement et tout au Parlement. Écoutez, hein, encore une fois, je passe par ce canal pour tirer chapeau à toutes les femmes de la 8e législature. Je le dis, je sais de quoi je parle. Elles sont des femmes qu'il faut écrire avec le grand F. Femmes. Ah non, 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 femmes avec le grand F. Parce que nous, à aucun moment, nous n'avons pas, comment dire, courbé les chines, comme ça, pour demander des positions. Non. On a juste à réclamer ce que nous méritons. Ce n'est pas une faveur. Pas du tout. Sur le champ politique, il n'y a pas de faveur. On a juste à réclamer, revendiquer, pour dire nous méritons d'être là. Donc nous avons droit à ci, à ça. Je profite aussi de l'occasion pour faire un grand coucou, un grand chapeau à M. Louis Gbéou-Nouvlavonou, président de l'Assemblée nationale, le premier défenseur des femmes. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Parce que la loi 2018-19, c'est ça, hein, sur les violences basées sur le genre, il en est l'auteur, accompagné des co-signataires comme moi et différents autres. Parce que dans le temps, oui, dans le temps, vous savez, nous étions une minorité présentée par une femme. Ça allait faire beaucoup de... J'imagine. Mais quand c'est porté par un homme, il faut le saluer. Parce qu'on en a vu dans cette salle même des co-signataires qui, à la fin, sont sortis de la salle. Surtout je vais vous dire une phrase qui m'a marqué. On a commencé par sentir des choses, peut-être des oppositions. Une phrase qui vous a marqué, anecdote pour anecdote. Oui, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quoi? Un des co-signataires est sorti de la salle sous prétexte que, est-ce qu'on a déjà vu une poule faire cocorico le grand matin? Je dis, ah, ça c'est la totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire long. Honorable Saïd Médéga Fagla, vous avez commencé à parler de préjugés tout à l'heure. Il y a des hommes qui témoigneront, qui vous diront qu'ils vivent aujourd'hui avec une femme. Il a fallu qu'ils soient assidus dans la cour qu'ils leur faisaient pendant des années avant qu'elles acceptent. Ça c'est un... Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger l'art de la séduction, le balai qui est entre deux êtres vivants, deux êtres biologiques. Il ne faut pas mélanger ça au forcing dont on parle. Chaque individu sait très bien à quel moment il faut s'arrêter en réalité. Et celui qui prend le dessus et qui décide de forcer, sait très bien qu'il est en train de forcer. Donc, et je voudrais... Il y a quelque chose que l'honorable Tchanou a dit tout à l'heure, et je voudrais revendiquer ça également. Vous savez, sur tous les plateaux de télé, lorsqu'on me dit alors, quel est votre sentiment en tant que femme politique? Vous êtes une femme politique, vous êtes une femme. Je dis non. Je dis malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, je n'ai pas été éduquée comme une femme. Mon père m'a éduquée comme un être humain. Il avait des enfants, il a eu une fille et 2 garçons qui ont suivi tout de suite. La petite dernière est arrivée bien plus tard. Et il m'a élevée exactement de la même manière que mes frères. Donc j'ai juste été élevée comme un individu. Du coup, aujourd'hui, moi, quand on me dit « vous êtes une femme politique », je le refuse toujours. Je dis non, je suis un animal politique, certes de genre féminin,
mais j'ai les mêmes attributs, les mêmes comportements, les mêmes qualités et défauts que mes collègues de genre masculin. Ne nous catégorisez pas en réalité. Et comme on l'a dit, il est vrai que nous avons quelques différences biologiques, mais les différences intellectuelles les différences intellectuelles n'existent pas. Les capacités intellectuelles n'existent pas. Les hommes se sont servis de ça comme prétexte. Il faut savoir que de toute façon, de tout temps, dans toutes les sociétés, il y a toujours des dominés et des dominants. La femme est la dominée par excellence de toutes les sociétés depuis la nuit des temps. On prend nos valeurs biologiques comme une faiblesse. Mais la biologie n'est pas une faiblesse. Dieu n'a jamais établi notre biologie sur le fait que ce soit une faiblesse. Au contraire, je dis toujours que, sincèrement, je me sens plus forte que beaucoup plus d'hommes qui m'entourent. Beaucoup d'hommes qui m'entourent. Et souvent, je le revendique, je leur dis ça. Et là, dans la sphère politique, l'honorable Papa Moussa a dit quelque chose de très vrai. Les rares que nous sommes ici, qui sommes là, les 5, 6, 7 qui arrivent. Vous serez au moins 24 bientôt. Oui, mais les celles-là qui sont arrivées, pas en faveur de la loi, c'est parce que je dis souvent, quand l'homme dit « hé », nous sommes capables de dire « hé, hé ». Et l'homme comprend que non, nous sommes effectivement des animaux politiques, nous ne sommes pas des femmes qu'il faut catégoriser, qu'on pense qu'on peut manipuler, qu'on peut dominer. Et c'est, en fait, dans notre société, la fille est éduquée pour être une fille. On l'oriente vers des choses de fille. Ah, c'est une fille, il ne faut pas qu'elle fasse ci. C'est une fille, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Et on conditionne la fille même pour qu'elle devienne la femme qu'elle doit devenir dans la société. Moi, il y a une anecdote que je raconte souvent, que j'aime raconter hier à la radio. Je rencontre une dame une fois qui me dit ah, regarde, elle me présente sa fille qui avait 13 ans. Elle me dit, regarde, elle fait la pâte, elle fait tellement bien la pâte. Elle pensait m'impressionner. J'étais tellement choquée parce que voilà qu'elle dit ça à une fille. Quelle fierté. Comme elle le présentait comme un acte de fierté. Elle le dit à une fille qui a été éduquée comme un garçon, qui a été éduqué, dont le papa a interdit qu'on envoie à la cuisine en réalité et qu'on lui demande de faire des tâches ménagères. Et elle me dit ça, elle me présente ça à moi, qui a été éduquée exactement comme mes frères, de la même manière. Et je lui dis, mais non, tu ne devrais pas être fière. À cet âge, à 13 ans, la première chose, la seule chose qu'elle sache bien faire, ce soit la pâte. Tu devrais me dire qu'elle est ultra brillante à l'école. Le fait qu'elle sache faire la pâte, ça viendra en temps et en heure. Moi, je sais faire la pâte aujourd'hui parce qu'à un moment, pour manger, tu vas à la cuisine te faire à manger. D'une manière ou d'une autre, quand on sort du cocon familial, à l'université... Tu apprends à te nourrir de toute façon. Que tu le fasses bien ou pas bien, tu apprends à te nourrir. Donc vous voyez un peu la mentalité même de la maman qui présente ça comme une fierté. Au lieu de me dire, mais ta fille, elle est ultra brillante. Elle me dit, ta fille, elle sait bien faire la pâte. Donc on oriente, on éduque. La fille qui entend ça, elle-même dans sa tête, dans son subconscient, c'est qu'il faut qu'elle sache bien faire la pâte, il faut qu'elle sache bien faire la cuisine. C'est ça la chose. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, mon père a toujours lutté contre ce discours-là. Il n'y a pas, je ne peux pas être quelque part et quelqu'un va tenir ce discours-là. Ma grand-mère paternelle, paix à son âme. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'arrivais à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Chaque fois qu'elle me voyait, c'était bon, mais Anna Djiviaé. Et mon père, lui, là, devant moi, dit, ce discours-là, je ne veux plus que vous tenez ça à ma fille. Plus jamais, pas devant moi, je ne veux pas entendre ça. Elle n'est pas là pour être une pondeuse pour faire des enfants. Je ne veux plus. Elle est là, elle est dans ses études, elle démarre son doctorat. Si quelqu'un lui tient encore ce discours devant moi, ça va être la guerre. On marque le territoire. On marque le territoire. Donc je n'ai pas été éduquée pour être une femme de maison. J'ai été éduquée pour être un être humain épanoui à part entière. Qui aura ses chemins de vie, qui va choisir sa vie, qui va accepter de se marier ou pas, qui va avoir ses gestes comme un homme ou comme une femme, peu importe. Honorable Moussa, je vais faire référence à un fait d'actualité qu'on a connu ici au Bénin. Un homme qui violente sa femme à la maison. L'affaire est portée devant les tribunaux. L'homme est gardé à vue d'abord et déposé, en tout cas le procès est programmé. Mais on voit la femme dans les médias venir défendre son mari. Elle n'a demandé à personne de venir interférer, de venir intervenir dans son affaire de couple. Quand vous voyez tout ça, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un désaveu pour tout l'effort qui est fait de votre part? Non, ce n'est pas un désaveu. Vous savez, les collègues députés
on parlait d'un phénomène, c'est les stéréotypes. On moule la femme, on lui crée, c'est la société qui crée et dit, toi tu es femme, tu vas dans ce sens, toi tu es homme. Donc cette femme qui va défendre, c'est parce que dans la société n'admet pas qu'une femme aille dénoncer ou que quelqu'un dénonce qu'elle est violentée. C'est pourquoi. Et si elle ne va pas le faire, aller dire non, je retire ma plainte ou bien je ne veux pas, c'est la société, elle sera taxée par la société. Et c'est pourquoi dans cette lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes, il faut que ce soit toute la société. Je l'ai dit tantôt, il faut qu'on combatte les stéréotypes. Elle en a parlé de long à large. Filles, garçons, dès le bas âge, les mêmes travaux. Il faut qu'on sorte de la mentalité des adultes, puisque c'est les adultes qui modèrent la société, qu'on sorte de leur mentalité qu'une femme est une chose, et parfois même moins qu'une chose. C'est comme un animal que vous avez, vous en faites ce que vous voulez. Donc, c'est pourquoi je dis, dans cette lutte, il faut je ne vais pas dire socialisation du genre, faire en sorte que les enfants, de par les adultes, comprennent que une femme, ou bien très petit, un jeune, un garçon et une fille apprennent à se connaître, sachent que ce n'est pas la violence. Donc il faut qu'on bannisse. Il faut également qu'on ait le courage de combattre, et, je ne sais pas, je vais dire respectueusement, nos traditions qui ne favorisent pas la protection de la femme. Certes, les lois existent, il faut les vulgariser. Toucher la fibre sensible de nos leaders religieux dans les villages, aller vers les villages, la manière dont j'irai en milieu religieux musulman pour sensibiliser n'est pas la même en milieu chrétien ou en milieu traditionnel. Nous devons tenir compte de sensibiliser et faire tout. J'ai parlé de campagne, une haute campagne de communication pour un changement social et comportemental. Donc, il faut travailler sur le mental. Et les lois permettent de sanctionner. Il faut qu'on ait le courage de le faire. Donc, les chefs religieux, au-delà de l'État, les ministères sont là. Tous les projets que l'État est en train de mettre en œuvre, c'est pour l'autonomisation des filles et des femmes. Parce que c'est parfois le manque de moyens qui entraîne la soumission. C'est vrai que les hommes ont peur des femmes qui ont de moyens, mais souffrez que je vous dise que nous, femmes intellectuelles, on souffre plus que, je ne dis pas souffrance comme ça, parce que nous nous comportons de telle sorte que la belle famille ou la société ne nous voit pas mal. Mais qui d'entre nous peut dire que quand tu as les moyens financiers, tu n'aides pas ton mari? C'est un complément. Non, donc aujourd'hui, vous avez les moyens, c'est d'abord. Ah non, nous n'avons pas reçu de telles éducations. On n'a pas reçu. Je vous dis que la femme ménagère aujourd'hui ne veut pas être ménagère. Il faut que les femmes aient des revenus. Et il faut qu'on sensibilise. L'État fait beaucoup. Le ministère de la Famille, il y a les projets Arche, les microfinances, à l'AFIA, il y a le Suède, qui est un très grand projet où on travaille dans les villages, les 77 communes. Et je puis vous dire, un travail merveilleux est en train d'être fait pour travailler le mental des gens. C'est un travail de longue haleine, mais c'est dans l'approche holistique qu'on peut y arriver. Chacun doit jouer sa partition. L'État fait, et les institutions nationales, internationales le font, les ministères sectoriels,
il y a également les ONG, il y a le Parlement. Nous sommes des représentants du peuple. Chaque parlementaire doit porter vraiment dans son cœur que seule l'autonomisation des filles, des femmes, seule la lutte contre ce phénomène qui est la violence faite aux femmes peut arriver à un développement inclusif. Le développement inclusif et durable dont on parle là, on ne saurait le faire en écartant 52% de la population. Merci, Honorable Moussa. On va faire un dernier tour de temps. Ça va être rapidement pour le mot de conclusion, puisque la réalisation me signale qu'on est presque à la fin déjà. Honorable, je commence par vous, Honorable Sofiatou Tchanou Harouna. En 16 jours d'activisme, qu'est-ce que vous avez à dire? Vraiment, en fait, je n'avais pas envie que ça finisse de si tôt. On a tellement à dire. C'est le président de l'Assemblée nationale qui vous a fait un peu. Ben, juste pour dire, je ne vais pas m'adresser à nos sœurs, je vais m'adresser à toute la population béninoise, ou même au monde entier, si nous sommes écoutés, pour dire de reconnaître que Dieu a créé et l'homme et la femme, pour que les deux soient complémentaires. Il ne devrait pas y avoir de signe d'infériorité ou de supériorité entre hommes et femmes. Nous, femmes, nous donnons vie aux deux sexes. On donne vie aux deux sexes et on le souhaite même souvent à avoir les deux. Retenons que les deux, on doit les traiter de même manière. Merci à vous, Honorable Sofiatou Tchanou Harouna. Honorable Dami. Oui. Alors moi, je vais m'adresser à toute la société et dire qu'aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre. D'accord ? Nous sommes un pays pauvre qui se bat pour aller vers un certain développement, pour un bien-être commun, un meilleur bien-être commun de toutes les composantes de la société. Et cela ne peut pas se faire en laissant de côté 52% de la force motrice en réalité. Parce que, il y a un exemple que j'aime donner, c'est comme si on se lève le matin, nous avons nos deux bras, nos deux pieds, tout fonctionne, nos deux moitiés fonctionnent parfaitement, et on décide de mettre le bras droit derrière le dos, de prendre le pied droit et de les attacher, de dire que nous allons marcher comme ça. Ça ne peut pas. C'est exactement ce qui se passe. Il faut savoir que pour qu'un pays se développe, il faut que tous les secteurs de ce pays soient animés en même temps de manière à atteindre un certain nombre d'objectifs pour qu'on parle de développement. Et pour ça, il faut de la force vive, il faut de l'intelligence, il faut de la force physique, il faut la contribution de tout le monde, y compris des femmes. Et tant qu'on continuera à mettre la femme de côté, nous resterons toujours un pays en voie de développement. Donc c'est une question de développement, c'est une question de bien-être commun, de bien vivre tous ensemble dans notre société, dans notre pays, petit pays. Merci. Merci à vous, l'honorable Sidaï Ménéga Fagla, l'honorable Madame Baboussa. Merci. Et il y a un grand écrivain qui a dit « La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir ». Un autre dit « Aucun développement inclusif et durable sans prendre en compte les couches vulnérables telles que les femmes et les jeunes ». C'est pour dire quoi? C'est dans l'approche holistique. Toutes les couches de la société, le gouvernement, les leaders religieux, les médias, c'est ensemble que nous pouvons mener cette lutte. Et j'y crois fermement parce qu'il y a des avancées notoires dans notre pays. Ne serait-ce que par tout ce qu'on voit, ces lois qui sont appliquées, l'Institut. Et pour terminer, je voudrais dire, au-delà de cette émission que nous venons de faire avec l'accord, le soutien du président de l'Assemblée nationale, qui est le premier vraiment homme qui lutte contre les violences, toutes sortes de violences. Au-delà de ça, nous allons faire une exposition dans le hall du Parlement. Je le dis pour que vous venez regarder. Déjà, c'est à partir de quand? Tout à l'heure, normalement, nous avons fait comment on appelle, des kakimonos, puis
une bâche, deux bâches, pour que vraiment on sache que le Parlement, sous le leadership de son président, est vraiment acquise à la cause. Donc, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci à vous, honorable Mariama Baba Moussa, honorable Sophia Touchano Aruna, honorable Sedami Romaric Melenga Fagla. Merci d'avoir participé à ce plateau spécial qui parle de violences faites aux femmes, journée internationale de lutte contre, en tout cas de l'élimination des violences à l'égard des femmes oblige. Mesdames, Messieurs, c'était la partition de Télé-Hémicycle et de Radio-Hémicycle pour cette campagne de mobilisation. Merci de votre attention et le programme continue.